Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du President's Club. Chez Rocket for Sales, nous avons lancé ce podcast car nous sommes extrêmement privilégiés. En effet, en tant qu'agents de commerciaux, nous rencontrons des personnes d'exception ayant un parcours remarquable dans la gestion d'équipes commerciales dans l'univers de la tech. Aujourd'hui, nous avons un invité qui me tient tout particulièrement à cœur car c'était pour moi un mentor, une source d'inspiration dans la vente. En effet, David Diaz, qui est aujourd'hui chez LinkedIn en tant que Global Account Director, a eu un parcours impressionnant en évoluant à des postes où il a toujours été le plus jeune. À seulement 30 ans, il était déjà BIAM pour l'une des sociétés les plus cotées du secteur et gérait la relation globale des plus grands comptes français. David nous parlera de ses premiers pas dans l'univers de la tech, de l'importance du réseau pour accélérer sa carrière, mais également de moments mémorables de son parcours. Un autre point important qu'il abordera sera celui de la gestion d'équipes de e-players, ainsi que la manière de les détecter. Vous allez découvrir une personne humble, charismatique et très empathique. Sans plus tarder, je laisse place à ma discussion avec David Diaz. Salut David. Salut Clément. Bon, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui sur le podcast du President's Club. Ça me fait tout particulièrement plaisir parce qu'on s'est côtoyé pendant quelques années chez LinkedIn. Donc, ravi de t'avoir avec nous. Merci de m'avoir invité et effectivement, pareil de mon côté, je suis ravi de te revoir dans ta nouvelle aventure. Et donc, ouais, je me rappelle encore de notre collaboration chez LinkedIn. Et donc, je suis ravi de voir ton succès dans cette nouvelle aventure. Ouais, c'est super gentil. Et du coup, l'objectif un peu de cet épisode aujourd'hui, nous, c'est que tu nous parles un peu de ta réussite, ce qui a fait un peu ta trajectoire de carrière depuis tes débuts jusqu'à aujourd'hui, le poste de Global Account Manager, même si ça n'a pas cet acronyme chez LinkedIn, mais je serais ravi d'avoir un petit peu tes secrets sur tout ce que tu as pu mettre en œuvre pour arriver à ça en très peu de temps au final. Donc, je serais ravi d'avoir un peu ta recette. De- donc du coup, pour commencer, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes débuts? Tu nous dises un petit peu comment tu as démarré et comment tu en es arrivé dans l'univers de la tech et ce qui a fait le démarrage. Ouais, alors moi, ce que je recherchais à la base, c'était surtout une aventure entrepreneuriale. J'ai eu un parcours école de commerce, somme toute assez classique. Mais en sortie d'école de commerce, j'avais vraiment la volonté d'aller vers une aventure entrepreneuriale. Donc j'ai rejoint une start-up où j'étais le troisième employé. Il y avait les deux fondateurs et moi-même. Donc au début, C'était quoi alors le le nom? nom de la société c'était Tech for Field, société qui existe toujours, je crois, sous un autre nom. Et la proposition de valeur de cette entreprise, c'était de mettre à disposition des commerciaux des applications sur des smartphones. C'était le tout début des smartphones. C'était le tout début du SaaS également, du modèle économique SaaS, donc de payer du logiciel sous la forme d'un abonnement mensuel. Euh, et donc voilà, c'était vraiment le tout début de tout ça. Donc ça a été une aventure très formatrice. J'y suis resté 5 ans et j'y suis resté pour une première expérience. C'est assez long, mais c'était très enrichissant. C'était vraiment Qu'est-ce que tu as appris de cette aventure qu'est-ce que tu en ouais, ressors parce que ouais, c'était tout c'était tout petit, hein. petit. J'ai appris à être un 4x4, c'est-à-dire à toucher un peu à tout, à faire de la prospection, à faire du marketing, à faire voilà, créer des narratives. Et aussi, c'est aussi ça qui m'a intéressé dans ce projet et c'est pourquoi je suis resté enfin quelques années en tout cas. C'est qu'on a réussi à lever des fonds. Donc ce processus de levée de fonds était assez intéressant. Et ça m'a permis, j'y ai participé, et ça m'a permis d'apprendre, voilà, à quoi servait une levée de fonds, comment on utilisait cette levée de fonds, pour atteindre quels objectifs. Donc ça, c'était vraiment très intéressant. Et au bout de 5 ans, j'ai décidé d'aller vers une structure un peu plus structurée, d'aller vers voilà, une société qui avait un peu plus comment dire de De présence à moyens. l'international également, Ouais. de moyens, voilà. Donc voilà, je suis parti chez SideTrade.
Ok, d'accord. Donc SideTrade, fleuron français, si je Voilà, ne m'abuse. Ok. exactement. Donc en tant que commercial là-bas encore? Voilà, commercial mid-market. Donc là, mon activité se précisait un peu plus, hein. Donc là, j'étais vraiment commercial mid-market. Donc on adressait un segment bien spécifique, une typologie de clients bien spécifique. Donc j'ai été recruté par un directeur commercial que tu connais, hein, puisqu'il s'agit de Pierre Berlin. D'accord, le fameux Pierre Euh, Berlin. Ok. le fameux Pierre Berlin envers qui je suis encore aujourd'hui très reconnaissant, puisqu'il m'a mis le pied à l'étrier dans cette entreprise-là. Et très rapidement, il a poursuivi son chemin ailleurs, hein. Au bout de 8 mois, il m'a invité à déjeuner. Il m'a dit voilà, je pars de chez SideTrade et j'aimerais, voilà, je pars vers une autre aventure. Et cette aventure, c'était donc LinkedIn. D'accord. Donc d'où l'importance du réseau et de bien cultiver ces relations parce qu'il t'offre les clés pour entrer chez LinkedIn. Bon, en tout cas, il me montre la voie effectivement. Et, et puis voilà. Donc je rejoins LinkedIn en 2011. Euh, voilà. Et donc là, c'était vraiment enfin, moi, j'avais un profil, si tu veux, à l'époque, mais j'avais aucune idée de l'ampleur qu'était LinkedIn déjà aux États-Unis, euh, puisqu'il y avait à l'époque 135 millions de membres sur la plateforme au niveau mondial, mais surtout, je n'avais aucune idée de l'ampleur que ça allait prendre. Voilà. Donc, il y avait 3 millions de membres en France. Et je pense que tu te rappelles, à l'époque, il y avait également un autre acteur français. Euh, Viadeo pour pas le nommer. voilà. Et voilà, j'ai été Enterprise Account Executive, qui, en réalité, ce que ça signifiait, c'est que voilà, j'avais un portefeuille de prospects, et il fallait prouver que la proposition de valeur de LinkedIn fonctionnait et pouvait être validée dans un pays comme la France, que Pierre, à l'époque, et quelques-uns, on était 5 à l'époque, hein, au début, hein, allait prouver donc que la proposition de valeur de LinkedIn avait un écho auprès des clients français et prospects français. D'accord. Donc du coup, tu arrives là, vous êtes 5, il faut aller chasser sur le marché français et c'est quoi les premiers retours clients? Est-ce que c'était facile? Comment se sont démarrés tes débuts là-bas? Alors, c'est facile, non. Par contre, l'avantage qu'a LinkedIn, c'est que c'est aussi un site web, donc B2C, et on a de la data qu'on peut analyser et on peut voir aujourd'hui des utilisateurs et des membres, hein, qui sont plus ou moins actifs sur la plateforme. Donc, si tu veux, cette data que possède LinkedIn nous permet d'orienter aussi notre action commerciale. Et donc, moi, je me rappellerai toujours de mon premier dossier qui a quelque part a lancé un peu l'aventure vraiment de façon significative en France pour LinkedIn. C'était avec un laboratoire pharmaceutique d'ailleurs, français. Et, euh, voilà, c'était très intéressant parce que bon, en face, encore une fois, on a des méthodes de recrutement qui sont assez traditionnelles, des job boards, des cabinets de recrutement. Donc, arriver avec notre proposition de valeur qui est complètement digitale, c'est quand même un bouleversement et un changement de comportement que doivent opérer ces entreprises. Mais on a eu la chance donc, de rencontrer des gens qui étaient assez visionnaires et qui croyaient aussi en LinkedIn en tant que membre, et ensuite pour leur activité de recrutement au quotidien. En gros, les 6 premiers mois, tu as déjà le sentiment que ça va exploser ou quel est le ressenti au niveau des clients? Ça percute? Ouais, au début, on sent de la, je dirais pas de la réticence, mais en tout cas une appréhension parce qu'on, s- on s- enfin, les recruteurs et les DRH savaient que c'était de la conduite au changement, hein, clairement. Et donc c'est du project management, c'est des changements d'habitude. Donc il y a un peu cette appréhension. Mais très vite, quand tu as des entreprises du CAC 40 qui se lancent de façon assez globale sur ce type de projet de transformation, on sent que ça va prendre. Tu vois, on sent que je vais pas citer de nom, mais quand tu as des grands noms de l'agroalimentaire ou du luxe qui mettent le pied à l'étrier, on sent que ça va prendre. Et on partage aussi des retours d'expérience de clients en dehors de la France pour vraiment valider le fait que la proposition de valeur et les retours sur investissement sont solides. Donc là,
quelles étaient, vos stratégies au début pour, faire en sorte de valider le modèle? Alors j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, mais c'est Ouais, vraiment, structurer notre approche autour, des membres, dans la fonction RH qui étaient déjà engagés avec notre plateforme, sous l'aspect premium. Et d'aller aussi, vers les entreprises dont la présence, si tu veux, sur LinkedIn des employés était déjà suffisamment forte. Et donc là ça s'opère plus facilement, les conversations s'engagent de façon plus évidente. Et c'est ça qui nous a permis d'orienter notre stratégie, sur la France. donc là, prendre les low hanging fruit quoi, Exactement. les vraiment ce qui va sortir au premier, donc les comptes premium, on les rappelle et on essaie de créer un business case, avec eux pour les emmener sur un vrai deal, quoi. Ouais, et c'est aussi les convaincre sur la proposition de valeur qui est à l'époque, assez évidente, hein, puisque, et encore aujourd'hui, alors enfin LinkedIn n'a pas la prétention de remplacer tous les moyens de recrutement, hein, mais en tout cas, heu, il y avait des entreprises qui, à l'époque, hein, et il y en a encore certaines encore aujourd'hui, mais à l'époque, beaucoup d'entreprises, faisaient appel de façon très large et de façon très significative aux cabinets de recrutement, dont le premier réflexe est d'aller sur LinkedIn quand ils sont mandatés par ces mêmes clients, tu vois. Donc je pense qu'on a inversé, et LinkedIn a inversé, hein, un peu, il y a eu un effet vase communicant, des moyens de recrutement traditionnels vers des moyens plus digitaux. Et je parle pas que de LinkedIn d'ailleurs dans ce cadre-là, qui a fait que cette transition s'est faite, au fur et à mesure assez naturellement. Ouais. Donc là, tu nous as parlé un peu du moment d'inflexion ou quand il y a des gros, qui sont arrivés. Après tu as vite évolué, je crois, tu es resté combien de temps, account executive? Alors je suis resté, 6 mois, puis je suis passé sur des fonctions de relationship management, pendant 2 ans, et ensuite je suis passé sur des fonctions de global account manager. Donc j'ai fait global account manager, j'ai occupé cette fonction pendant 3 ans, et aujourd'hui depuis 4 ans et demi bientôt, j'occupe la fonction de global client, director. La différence entre les 2 rôles, hein, on reste sur des rôles, sur mes 2 derniers rôles, hein. La différence, entre ces 2 derniers rôles, c'est que le 1er était focalisé uniquement sur, la proposition de valeur talent solutions, donc les solutions de recrutement de LinkedIn. Mon rôle actuel est sur l'ensemble de l'offre LinkedIn, sur les clients dits stratégiques. D'accord, et du coup, tu peux nous parler un petit peu du 1er rôle de Global Account Manager quand tu étais sur, uniquement la verticale, Talent Solution et en gros, en quoi ça consiste? Ouais, alors c'est des comptes globaux, donc par définition, ces comptes globaux sont présents dans le monde entier. Ce qui implique, une équipe, présente dans les principales régions mondiales. Donc ça implique une équipe, basée aux États-Unis, en Amérique latine, en Europe, en Inde et en Asie. Voilà, donc j'ai une équipe qui couvre, les différentes régions et qui aide à accompagner le client dans sa stratégie au niveau régional. Et moi, mon rôle, dans ce rôle de global account manager, c'est de définir une stratégie avec le client et de bien comprendre les enjeux du client. 2, donc c'est de mettre en place un plan d'action qui va être exécuté au niveau central, mais aussi au niveau régional. Et 3, c'est de faire croître le partenariat avec, ce même client, mais pas seulement en termes de revenus, hein. Vraiment l'idée dans ce rôle-là, c'est de créer une relation beaucoup plus intime au niveau exécutif entre LinkedIn et ce même client, d'accord? Je pense que l'idée vraiment c'est d'apporter de la valeur qui va au-delà des produits et services qu'on peut proposer, mais aussi de partager des bonnes pratiques. Par exemple, en ce moment, notre DRH LinkedIn, parle, à, heu à des DRH chez mes clients sur, comment ils ont géré toute cette période, pré-Covid, Covid et post-Covid, comment on gère le retour au travail, et les bonnes pratiques. Donc voilà, nous l'idée, je pense, quand on est sur ce rôle, c'est pas seulement de s'assurer de la croissance du revenu, mais aussi de s'assurer de la croissance, du niveau de relation
entre LinkedIn et ses clients stratégiques. D'accord. Donc, ce qui est assez intéressant, tu parles de deux gros points qui sont, tu mets en place une stratégie, un peu de go-to-market dessus, sur un compte donné. Et puis, tu as un deuxième aspect, le partenariat. Et je pense que c'est quand même deux choses relativement distinctes, deux missions distinctes. Est-ce que, dans un premier temps, tu peux nous parler un peu de stratégie? Comment tu arrives à définir une stratégie? Comment tu arrives à le calquer pour faire en sorte de remplir l'objectif? Alors, je pense qu'il y a plusieurs façons de faire j'ai vu au travers de ma carrière différentes méthodes qui vont de la plus simple qui est la priority matrix, tu sais, où, où on voit souvent, voilà, le revenu que j'espère obtenir de mon client et la likelihood to happen. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose qui est très centré sur soi-même. Euh, je pense que ce qui est très important, c'est de bien comprendre les enjeux de ses clients. Alors ça va paraître très basique ce que je dis, mais je pense qu'il y a une méthode très approfondie qui pour moi est extrêmement intéressante et importante et qui fait partie vraiment de la due diligence d'un global account manager, qui est d'aller dans le rapport annuel, d'aller bien comprendre les enjeux business du client et pas que les enjeux, dans mon cas, dans ce rôle-là, les enjeux HR, mais vraiment les enjeux business du client. Quelles sont les orientations stratégiques, pardon, qu'est en train de mettre en place le client. Allez voir aussi dans les comptes de résultats. Voilà. Comprendre quels sont, par exemple, les pays qui sont en croissance, les business units qui sont en croissance, les régions qui sont en croissance ou en décroissance, pour comprendre où sont les leviers de croissance de l'entreprise en question. D'accord. Il faut extraire donc de ces documents les éléments importants qui vont nous permettre justement d'avoir un échange avec nos interlocuteurs, qui vont être des échanges informés et stratégiques, et en découleront de ces échanges une stratégie opérationnelle, hein, qu'on va pouvoir opérationnaliser grâce à cette équipe centrale avec laquelle je travaille, mais aussi avec les équipes régionales. Donc si je dois te décrire un tableau Excel, c'est sur comment faire. Pour moi, c'est un one-pager avec les enjeux stratégiques du client sur lesquels, par exemple, LinkedIn peut avoir une influence positive. D'accord. Chaque élément, euh, on se pose la question comment LinkedIn peut aider le client à atteindre cet objectif, ou en tout cas l'aider dans l'avancement de cet objectif. Quelles sont les actions et les tactiques qu'on va mettre en place pour cela, et qui est le honneur de ces actions. D'accord. Donc on part des enjeux business du client et on en découle et définit un certain nombre de tactiques et d'actions qui vont aider justement à l'atteinte de ces objectifs. Enfin, si on peut ajouter des choses qui sont mesurables et quantifiables sur ces actions, c'est pas juste dire je vais faire ça et on croise les doigts pour que ça se passe bien. C'est voilà, il faut que l'action soit mesurable et quantifiable, ce qui permet justement de voir si on a eu un impact ou pas. Ouais, tu définis vraiment avec une analyse très précise de comment fonctionne le compte, comment il évolue, et ce qui te permet d'adapter une stratégie à la fois macro et micro. Et d'un autre côté, ouais, on parlait tout à l'heure du partenariat. Comment tu mets ça en place? Ouais, alors ce que je viens de te dire sur cette slide qui définit le plan stratégique, il faut que ça soit partagé avec le client et il faut que ça soit validé par ce même client. Ensuite, comment on l'opérationnalise? C'est en le partageant avec les équipes au niveau régional. C'est aussi le rôle du Global Account Manager de s'assurer que il y a un fil conducteur et que les actions soient orientées vers ces objectifs. D'accord. euh, donc ça, c'est notre rôle. En termes de partenariat, euh, c'est s'assurer de la bonne visibilité de ses clients, par exemple, aux événements de LinkedIn. Je me rappelle, ça je peux en parler puisque c'est public, mais d'une excellente, d'un excellent partenariat et relation à très haut niveau chez un client comme L'Oréal, qui est allé sur scène à Talent Connect, qui est notre marquee event aux États-Unis devant 4000 personnes, plus le streaming. Et quand vous avez donc la VP Talent Acquisition de l'époque, que je vais nommer, donc Frédéric Skavenek, qui parle devant voilà un parterre de professionnels de cette industrie-là,
de l'industrie du recrutement, et qu'en plus elle nous remercie sur scène, elle remercie mon équipe et moi-même. Je peux te dire on était vraiment très fiers de ça. Et ça, pour moi, c'est un exemple de ce que définit un partenariat fort entre un client et son fournisseur. Et dans ce cadre-là, d'ailleurs, on parle même plus de fournisseur, on est vraiment de partenaire à partenaire. Si je résume, en fait, c'est rendre ton partenaire, au final, un vecteur de in fine de communication, et de montrer qu'il a réussi sa transformation. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que quand il y a un succès qui a été construit d'abord par le client, hein, parce que nous, on est là pour accompagner le client. Le succès, il ne peut être là que si le client décide vraiment de se mettre en mode projet, d'allouer des ressources en temps, en argent sur cette transformation. Une fois qu'on arrive à un niveau de maturité qui est de l'ordre de l'excellence, qui était le cas de L'Oréal, hein, qui est toujours le cas d'ailleurs. Je pense qu'il faut être en mesure, et ça c'est, je pense, le rôle du Global Account Manager ou du Global Client Director, peu importe l'intitulé du job de toute façon, mais d'aller euh, promouvoir ce travail auprès des autres professionnels de l'industrie pour qu'ils puissent eux aussi en bénéficier. Mais les retombées aussi en termes de communication pour le client lui-même, l'individu, c'est forcément du win-win quelque part. Il est extrêmement content, son travail est promu publiquement auprès de son management. Voilà, donc ça pour moi c'est un succès. C'est pour moi c'est une bonne définition de ce que pourrait être un succès entre un. Partenaire. Ouais, exactement. Non, c'est un super exemple et je pense que ça doit être aussi touchant parce que je me souviens de l'ampleur d'un Talent Connect. Dans la sphère du recrutement, c'est un des événements annuels un peu piliers. Et si en plus ton client nomme tes équipes, te nomme, ça doit limite mettre la chair de poule parce que ça doit faire plaisir de remercier. Donc ça doit être vraiment génial. Et et du coup, on n'a pas parlé d'un point, c'est la partie équipe. Comment sont organisées un peu tes équipes? Comment tu as modélisé tes équipes? Et de mémoire, certains commerciaux sur différentes régions travaillent pas forcément qu'avec toi, donc comment tu onboardes tout ça? Raconte-nous comment c'est organisé. Alors c'est les comptes stratégiques chez LinkedIn, et c'est le cas aussi dans d'autres entreprises de la tech, euh, sont des groupes restreints de clients qui sont en général les clients les plus avancés, les clients les plus internationaux aussi. Ça a du sens d'avoir dans ce groupe de clients des clients qui sont internationaux puisqu'il y a des équipes internationales. D'accord. Les commerciaux, comme tu le disais, sont très souvent dans les régions, en tout cas, des ressources mutualisées, c'est-à-dire qu'elles ne travaillent pas directement avec moi, par exemple, dans mon cas, mais aussi avec mes homologues qui vont partager ces mêmes ressources. D'accord. Néanmoins, il y a quand même des ressources, notamment au niveau central, au niveau du headquarter, des sièges sociaux français, par exemple, dans mon cas, des ressources qui sont dédiées. Donc, tu as des Customer Success Managers qui sont dédiés, des Insights Analysts qui vont être dédiés. Voilà, il y a il y a une certaine partie des ressources qui vont être dédiées pour accompagner au mieux la transformation de nos clients. Comment tu as sélectionné tes équipes? Parce que ça, c'est un point et qui est très important chez LinkedIn. Et j'ai souvent entendu parler on recrute des A-players, etc. C'est quoi ta définition à toi, David? Comment t'as fait pour constituer tes équipes pour faire en sorte que ça fonctionne au final? Alors pour les équipes que j'ai pu recruter, comme je te le disais, il y a des équipes sont vraiment en indirect, mais euh, je, toutes les équipes avec lesquelles, en tout cas, je vais travailler de façon importante en termes de temps, je demande à être inclus dans le processus de recrutement. Pour les équipes qui vont m'être dédiées à 100%, là pour le coup la question ne se pose pas, mais moi je vais être impliqué dans tous les recrutements où voilà, il va y avoir des interactions importantes. Pour moi, c'est la clé de la réussite, hein. Tu vois, L'Oréal qui parle des équipes on stage, pour moi, c'est important pour moi d'avoir voix au chapitre de tous les recrutements parce que c'est vraiment un travail d'équipe, notamment dans un environnement global comme le nôtre. Donc, comment je recrute? Je pense que c'est ça ta question en gros. Ouais, exactement. Ouais. Quand j'ai un doute et quand il y a des très bonnes personnes, voilà, des candidats où c'est vraiment
où c'est difficile de prendre une décision, etc., je vais me poser 3 questions. La première, c'est est-ce que je suis à l'aise avec l'idée que cette personne soit sans moi en train de présenter un exec chez mon client. D'accord. Donc ça, c'est un peu, je réponds à la question de l'exécutif présence. D'accord. La deuxième question, c'est est-ce que cette personne, une carrière c'est long, hein, est-ce que je pourrais être amené à travailler pour cette personne. Donc ça, c'est un peu ce que tu disais. C'est le A players want to work with A players, B players want to work with C players. Tu vois. Donc ça, c'est vraiment avoir envie de recruter des personnes qui sont meilleures que toi aujourd'hui ou qui vont le devenir dans le futur. Et la troisième question que je me pose, c'est est-ce que cette personne-là, bah, si je la recrute pas et qu'elle va chez mon concurrent, bah, ça m'embête. Voilà. Donc là, c'est un peu le FOMO, tu sais, euh, de ça. Mais voilà, ça me permet, si j'ai deux personnes, voilà, où je suis pas très sûr, où j'ai un doute, où c'est très, voilà, sont très proches, je vais me poser ces 3 questions-là. Celui qui coche les 3 cases, c'est la personne que je vais recruter. Comment tu arrives à déceler que un potentiel, ou je sais pas si tu as un exemple de... C'est une très bonne question. J'aime bien la mise en situation, d'accord. Pour moi, notre job, quel que soit notre niveau de seniorité, c'est d'établir des niveaux de confiance. D'accord. Un niveau de confiance qui va donner envie au client de devenir un partenaire, de faire plus de choses avec nous, d'exiger plus de valeur de LinkedIn ou de n'importe quelle société. Enfin voilà. Donc c'est la base. La base, c'est d'établir un niveau de confiance. Alors bien sûr, je parle pas de niveau de confiance. Tu sais, où je te confie des gens, tu vois, mes enfants ou quoi que ce soit. Alors, je parle pas de ça, mais toute transaction, tout partenariat part d'un certain niveau de confiance. Donc, la mise en situation permet d'identifier euh, quelque part quelle va être cette capacité à créer ce niveau de confiance. D'accord. Et quel que soit ton niveau de seniorité, tu as des gens qui vont être plus ou moins à l'aise avec cet exercice. Donc moi, j'aime bien les role-play parce que ça permet de voir s'il y a de l'exécutif présent, si la personne te met à l'aise. Et donc ça, pour moi, c'est une skill d'intelligence émotionnelle, d'accord, qui souvent c'est soit tu l'as pas. Tu peux l'apprendre, mais c'est compliqué quand même. Et donc ça, moi, je pense que si tu as une personne qui a ça, je pense que c'est un asset qui est très intéressant. Si en plus de ça, bah, tu as des compétences qui sont qui vont être des hard skills ou des soft skills qui sont demandés pour le job, bah c'est banco quoi, tu vois. Donc je pense que ça, pour moi, c'est ce qui me permet d'identifier au mieux les hauts potentiels ou en tout cas les potentiels en devenir. Ouais, et au final, ça te permet de valider un peu ces trois éléments que tu as mentionnés, et c'est intéressant. Donc, bonne leçon. Euh, pour faire une transition, je sais que moi, j'ai le souvenir de toi on stage devant pas mal de personnes au Global Sales Kickoff. Est-ce que tu peux nous partager un moment qui t'a marqué, un moment fort de ton passage? Ouais. Alors, premier moment, c'est celui de L'Oréal. C'était vraiment un moment fantastique. Mais puisqu'on en a déjà parlé, Ouais, je, je vais en mentionner un autre. Mais celui-là, c'était vraiment le pinacle le plus beau. Ouais. voilà, parce que ça impliquait un client qui est devant beaucoup de témoins. En tout cas, nous a gratifié d'un feedback excellent. Donc ça, c'était vraiment un super moment. Euh, l'autre moment, alors forcément, il y a eu des performances individuelles, des MVP awards, enfin 2 MVP awards qui m'ont été attribués. Et ça, forcément, c'est Ça très, touche. ça touche énormément. Ça te rend visible. Ça t'expose de façon positive. Donc oui, ça, je vais pas faire le faux modeste. C'est des moments inoubliables quand tu es à club et que tu as eu ce type de award. Oui, c'est très gratifiant. Euh, mais je dirais que donc ça, c'est peut-être la deuxième chose que je peux te partager. La troisième chose, c'est la fierté que j'ai à me dire que une grande partie des gens, des professionnels qui ont travaillé à mes côtés en tout cas depuis que j'occupe des rôles de Global Account Management, euh,
ont été promus ou ont opéré des transformations dans leur carrière qu'ils souhaitaient depuis quelques années. Et donc ça me procure une grande fierté et beaucoup de joie quand ça arrive. Donc moi, j'ai la particularité de recruter des gens et très rapidement d'essayer de les coacher pour qu'ils grandissent dans leur carrière, même si ça implique qu'ils quittent l'équipe, tu vois, assez rapidement. Ouais. Mais j'aime bien T'as cette un partie exemple du. là-dessus que quelqu'un que t'as pris et qui a pu grandir très rapidement? Ouais, alors je peux t'en citer quelques-uns. Alors je sais pas s'ils seront ravis que je les, je les cite, mais en tout cas, moi je suis fier de ce qu'ils ont accompli. Je peux te parler de Victor Friquet, qui était un account Ouais, analyst dans mon équipe, qui est aujourd'hui commercial. Je peux te ouais. parler de Nicolas Blanc, qui était un consultant, qui est Mhm. aujourd'hui un Global Account Manager. Voilà. Je peux te parler de Isabella Cardozo, qui faisait de la prospection quand elle était à Dublin, qui a changé de pays, qui est venue à Paris et qui est devenue Global Customer Success Manager. Enfin voilà, c'est quelques exemples de personnes qui ont grandi. Alors c'est grâce à elles surtout, mais moi ça m'a procuré en tout cas une grande fierté de me dire que bah voilà, de par notre travail et notre collaboration, ça a pu contribuer à leur épanouissement professionnel. Alors maintenant, on va passer un peu à la dernière question qu'on pose à chaque personne, chaque invité. Euh, c'est le conseil de carrière. Donc du coup, est-ce que t'as eu un fast track? C'est ça qui est indéniable chez toi, c'est que t'as grandi très vite sur des très beaux postes rapidement. C'est quoi ton conseil s'il y avait quelqu'un de jeune qui arrivait un peu dans la tech, même quelqu'un de senior hein, qui peut avoir fait 7-8 ans d'expérience et qui veut step up. C'est quoi ton conseil de carrière pour cette personne-là? Je dirais trois choses. Euh, la première, c'est de se différencier des autres fournisseurs en ayant vraiment une approche partenariat avec ses clients. Et ce que ça sous-entend, c'est pas juste de le dire, c'est vraiment de le faire par le travail de recherche que j'ai évoqué tout à l'heure, euh, et d'essayer vraiment de mettre en place des stratégies et des actions qui vont réellement aller dans le sens de ce qui est en train d'essayer voilà, d'atteindre votre client. Donc ça c'est vraiment un point clé pour moi que j'ai appris au fur et à mesure des années. Et ça, tu sens que ça a eu un impact pour accélérer? Ouais. Et pour me différencier des autres fournisseurs chez mon client. Voilà. Je pense que quand on arrive, et je pense qu'il faut pas juste Mhm. balancer dans la conversation des chiffres, ça n'a pas de Ouais. sens, mais démontrer que tu comprends bien ton client, quels sont ses pain points, ses challenges, euh, quelles sont ses orientations stratégiques, je pense que ça fait clairement une Mhm. différence. Et d'essayer d'opérationnaliser un plan d'action qui est relié à tout ça, je pense que ça a clairement défini une grande partie du succès de mon équipe et de moi-même. Donc ça, c'est le premier conseil. Donc c'est vraiment apprendre à lire Mhm. un compte de résultats, apprendre à lire un rapport annuel, écouter des earnings calls, par exemple. D'ailleurs, le conseil que je donnerais sur les earnings calls, c'est d'écouter surtout les questions des analystes, qui sont souvent les questions un peu un peu piquantes. Quand on voit les réactions justement des CFO à ces questions-là, c'est là qu'on voit où le bas blesse. Voilà. Donc ça, c'est très intéressant. Ça, c'est la première chose. Donc la deuxième chose, c'est d'exiger, si autant que faire se peut, de faire partie des recrutements des personnes qui vous entourent. Euh, voilà, c'est pour moi fondamental. Euh, et trois, c'est d'investir réellement dans la relation de confiance que l'on peut établir avec nos clients. Voilà. Donc ça passe. Les meilleures conversations que j'ai eues, moi, c'était pas pendant des QBA ou des meetings formels. Voilà. C'est vraiment en dehors justement de ce contexte très formel, s'intéresser aux challenges et aux objectifs personnels de son point de contact principal, passer du temps en dehors de ces rendez-vous formels, à déjeuner,
à des événements, etc. Ça pour moi, ça m'a beaucoup aidé à établir justement cette relation de confiance. 7 ans et demi que je suis dans des rôles de global account management maintenant, et c'est la partie en fait la plus intéressante du job en fait. C'est vraiment ce qui se passe en dehors de quand voilà des slide decks en fait. Hein. Voilà, c'est ça la partie la plus intéressante en réalité. Génial. Merci beaucoup, David, pour tous ces enseignements. Et si on veut te retrouver sur la toile, j'imagine qu'il y a qu'un seul moyen, LinkedIn. Bah ouais, ça me paraît assez évident, ouais, mais mais ouais, avec plaisir. Et puis voilà, c'est sur LinkedIn, effectivement, c'est le meilleur moyen de prendre contact. Ouais. Bah, en tout cas, un grand merci pour ton temps, pour tes insights, pour ton énergie et pour tout ce parcours inspirant. Et je te dis à très vite. Merci encore pour l'invitation.